Les incompréhensions générationnelles sont encore trop fréquentes. Elles peuvent freiner la collaboration. Et mon objectif là, c'est de montrer qu'elles sont une formidable source de transformation collective. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue sur Skill Me Up. Aujourd'hui, je reçois Caroline Leccarpentier. Caroline est consultante et conférencière. En 2021, elle a créé ICI Consulting, Intelligence collective intergénérationnelle. Elle est aussi porte-parole de Senior Force Plus et cofondatrice avec Claire Beaune de Vivagen, un événement entièrement dédié aux dynamiques intergénérationnelles. Bonjour Caroline. Salut Delphine et merci beaucoup de m'inviter sur le podcast de Skill Me Up, ça me fait super plaisir. Génial. Alors aujourd'hui sur Skill Me Up, nous allons parler de capital humain, d'intelligence collective et de dialogue intergénérationnel. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en 3 points, 3 dates ou 3 chiffres clés, s'il te plaît? Pour parler de ce qui m'anime, j'ai choisi 3 chiffres clés. Le premier, c'est le chiffre 6. C'est le nombre de décennies qui travaillent ensemble dans l'entreprise en ce moment, en même temps. Et c'est un peu mon terrain de jeu professionnel. Je suis consultante, comme tu le disais, et conférencière spécialiste du dialogue intergé au service de la transmission et de l'innovation. Et malheureusement, je vois encore trop souvent que cette diversité générationnelle est une ressource encore sous-exploitée. Le deuxième chiffre, j'ai pensé au 46, et c'est mon âge. Alors pas maintenant, hein, mais c'est 46 ans, c'est l'âge où j'ai changé radicalement de carrière et où j'ai décidé de me réinventer, vraiment faire une métamorphose, un changement drastique pour être à la place, je crois, qui m'attendait. Donc je suis passé de la communication corporate produit dans le secteur du luxe à la communication entre générations. Et comme je suis une femme de communication et d'événementiel, j'ai aussi créé en plus de mes activités de consultante le podcast Une génération d'écart, où j'interviewe 2 personnes de 25 ans d'écart, et l'événement Vivagen dont tu parlais tout à l'heure. Comme vivent les générations, librement inspiré de Vivatech, dont la première édition a eu lieu l'année dernière. Et 450, c'est le nombre moyen de feedback, d'idées et de recos que j'obtiens pendant les conférences Osons le dialogue intergé. J'aime pas trop les conférences descendantes où les gens quittent la salle en se disant « Ok, c'était sympa, et donc, on fait quoi maintenant ?» Je pars du principe que ce sont eux les sachants. Ils savent ce dont ils ont, eux, besoin, ce qui leur manque pour faciliter ce dialogue intergé. Donc le plan d'action, il se co-construit pendant la conférence. Voilà mes 3 chiffres clés. Merci beaucoup pour ces 3 chiffres. Super. Alors, quand on parle d'intelligence collective intergénérationnelle, de quoi on parle exactement pour poser le cadre? C'est l'idée que dans chaque entreprise, ce capital humain est par essence multigénérationnel et qu'il est trop souvent sous-exploité. On laisse les générations les unes à côté des autres sans tirer profit de cette variété. Et ce qui me plaît dans intelligence collective intergénérationnelle, c'est d'aller un cran plus loin dans la création de friction qui n'est pas simplement de prendre des gens de profils différents, de métiers différents, de compétences, d'anciennetés différentes, mais bien d'aller chercher l'âge comme étant l'un des critères de sélection des gens, parce que leurs points de vue vont être complémentaires. Et c'est parfois parce qu'ils s'opposent qu'ils sont complémentaires. Ok. Tu évoques le mot de friction et on parle de conflit de génération. Est-ce que le problème est réellement générationnel ou est-ce que c'est un faux débat qui masque d'autres sujets, par exemple? Alors déjà, les conflits de génération de tout temps ont existé. C'est pas nouveau aujourd'hui. Alors d'ailleurs, je n'appelle pas ça moi des conflits de génération. J'appelle ça des conflits d'évidence, des chocs des évidences. Ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour l'autre, que ce soit dans les tenues vestimentaires, dans les horaires, dans l'investissement, dans le sens de l'effort, dans la relation au travail. Les choses ont évolué, mais comme ça a évolué quand moi j'étais jeune, quand mes parents me regardaient probablement, et eux à leur même époque. Donc le conflit générationnel est parfois une bonne opportunité de cacher d'autres sujets. Donc je préfère parler du choc des évidences et ça permet d'aller mettre le doigt spécifiquement sur ce qui cristallise les tensions plutôt que de mettre tout ça dans un pot pourri qui s'appelle conflit de génération. Ok.
Et alors, quels sont les biais ou les stéréotypes les plus dangereux que tu observes entre les générations? Ceux qui ont le plus d'impact sur la performance collective, par exemple. Écoute, c'était cette punchline d'une jeune fille qui avait 30 ans, qui se voyait refuser le droit de parole régulièrement en réunion, sous prétexte qu'elle ne savait pas encore. Et elle a eu cette punchline, elle a regardé son boss, elle lui a dit: si moi je ne sais pas encore, toi tu ne sais plus. Et cet écart-là, il était criant de se dire, il y a ceux dont on considère qu'ils ne savent pas encore parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'expérience, suffisamment acquis de compétences terrain, et ceux qu'on regarde en se disant, vos connaissances sont obsolètes. Vous n'êtes plus suffisamment à la page. Tout ça est exacerbé par ce qu'on peut recevoir comme message dans les grandes écoles. Faites votre place, devenez indispensable, posez vos idées, sans forcément leur dire appuyez-vous sur l'existant. Donc, il y a de la peur de chaque côté, la peur des plus jeunes de ne pas être écoutés et la peur des plus anciens de ne plus être écoutés. Donc, il y a un souci de désengagement des deux côtés. Donc, les entreprises doivent, à mon avis, d'un côté, engager les jeunes générations dans la co-construction de la suite et savoir réengager des collaborateurs qui sont là depuis longtemps, sans oublier cette génération du milieu qu'on a tendance à parfois trop oublier, qui est un peu cette génération sandwich pris en étau entre ceux qui veulent des choses différentes et ceux qui voudraient garder ce qu'ils connaissent. Donc c'est assez difficile. Mmh. Et tu as évoqué tout à l'heure l'idée de capital humain. Donc le capital humain dans une entreprise, c'est, comme tu disais, naturellement intergénérationnel. Mais visiblement, tu constates que l'entreprise ne l'exploite pas vraiment. Donc pourquoi ce gâchis persiste? Parce que est-ce que déjà les entreprises en sont conscientes? Et pourquoi on ne l'exploite pas vraiment, ce capital humain? Alors déjà, si tu veux me permettre, revenir sur une petite notion de définition. Le capital humain n'est pas intergénérationnel, il est multigénérationnel. L'intergénérationnel, c'est le moment où on va s'échanger justement des choses. Donc parfois j'entends certains dirigeants dire en effet, oh là là, moi c'est ok, je fais plein d'intergénérationnel. Non, vous êtes une entreprise multigénérationnelle, mais vous ne faites pas suffisamment d'intergénérationnel justement. Ils le font pas parce que peut-être qu'ils ne savent pas comment le faire, première chose. Parce qu'ils ont peut-être tenté le b.a.-ba de l'intergé qui est du mentorat et que ça n'a pas fonctionné. Et c'est intéressant d'aller regarder avec eux pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'ils s'y sont bien pris? Quel a été le message passé? Et surtout, quel était l'objectif? Parce que faire du mentorat pour faire du mentorat, ça n'a pas de sens si on n'a pas défini l'objectif. Les dynamiques intergénérationnelles, le fait de mettre en contact des générations, c'est qu'un moyen. Il faut définir dans quel objectif je décide de faire ces dynamiques intergénérationnelles. Est-ce que je veux créer plus de solidarité? Est-ce que je veux que les gens se rencontrent? Est-ce que je veux créer un esprit de corps? Est-ce que je veux développer les compétences? Est-ce que je veux susciter un programme d'innovation? Est-ce que je veux réengager? Quel est l'objectif? Et en fonction, on va trouver le bon programme qui va bien. Et tu parles souvent aussi d'intelligence circulaire, en comparant justement l'intergénérationnel à l'économie circulaire. Donc si on pousse la métaphore un peu plus loin, qu'est-ce que l'entreprise jette, gâche, enfin bref, qu'elle ne réutilise pas et qu'on pourrait remettre dans le circuit en fait, pour comparer avec l'économie circulaire? Non, mais c'est tellement ça, c'est exactement ça. Tu vois, si je l'avais pas inventé, je t'écouterais, je me dirais, mais c'est bien sûr, c'est bien sûr. L'économie circulaire, rien ne se perd, tout se transforme. L'intelligence, c'est pareil. Le gâchis vient des compétences, des connaissances, des réseaux, des contacts, ce savoir-être aussi qu'on va laisser partir. S'il n'est pas remis dans le circuit, c'est du gâchis. À partir du moment où ce n'est pas transmis, c'est perdu. Alors, tout ne peut pas être transmis, bien entendu. Ce qui doit être transmis, c'est ce qui a de l'importance pour ceux qui sont dans l'entreprise, pour ceux qui arrivent. Mais il faut être aussi plus malin que juste écouter ce dont on a besoin à un moment T. Quand j'étais avec Catherine Bréchignac, que j'interviewais il y a quelques jours, qui est l'ancienne directrice du CNRS, elle nous dit, dès qu'on a décidé d'arrêter la filière nucléaire, on a arrêté de former les collaborateurs. Aujourd'hui, on décide d'y revenir. Eh ben, on a perdu 25 ans. Donc il est important de garder, comme les hommes préhistoriques soufflaient sur le feu parce que c'était ça, leur singularité et leur survie, qu'est-ce qui est dans l'entreprise est de ma singularité, sur quoi je dois souffler en permanence et transmettre en permanence. Et donc c'est à définir avec l'entreprise, avec ceux qui sont dans l'entreprise depuis longtemps, ceux qui l'ont quitté, et surtout se dire, les jeunes ne doivent pas être simplement en relation avec les gens qui sont dans l'entreprise à un moment T, mais il est possible qu'on fasse revenir. Moi, j'aime bien les alumni.
les retraités, ceux qui sont partis, mais qui détiennent des codes. Je te donne un exemple. En Bourgogne, il y a un charpentier une entreprise de menuiserie, donc, qui une fois par an fait revenir ses anciens collaborateurs, qui sont à la retraite, donc, pour aller former les jeunes menuisiers. Le métier s'apprend en regardant, en écoutant, en touchant, et aussi dans les livres, et aussi ce qu'on a appris à l'école. Donc, en faisant revenir ces collaborateurs une fois par an, ça donne aux salariés actuellement ces petits tips en plus, comme un cuisinier qui vient de donner son truc de grand-mère, sa technique, les choses pour différencier les différentes essences d'arbres, etc. C'est hyper important, ça donne de la valorisation à ceux qui sont partis, se dire je suis encore utile, et on sait qu'il y a un lien entre la bonne santé et l'utilité. Et puis ça donne aussi aux jeunes collaborateurs se dire je suis dans une entreprise qui prend soin de tous ses collaborateurs, donc j'ai envie de rester là, et en plus je gagne en performance puisque on me fait gagner du temps en m'apprenant ce que eux ont mis 30 ans à comprendre, et on me le donne aujourd'hui. Mais en même temps je suis en écoute, j'écoute et je suis prêt, et c'est là que l'économie circulaire et l'intelligence circulaire est clé, c'est qu'il faut être deux pour que ça fonctionne. Ouais, tout à fait. Il faut qu'il y en ait un qui soit capable d'écouter, qui soit conscient qu'il ne sait pas tout, et qu'il y en ait un qui soit en capacité à transmettre. Et les deux peuvent interchanger de place en permanence. Transmettre, c'est accepter de se dire, quand je transmets, je ne perds rien. Au contraire, je vais gagner. C'est un peu la théorie du don. La théorie du don, donner, recevoir et rendre. Rendre à qui? Rendre à l'entreprise, en termes de performance et d'engagement. Ouais, donc on voit que là, l'intelligence circulaire permet d'avoir un impact sur la transmission des compétences, en fait, les compétences critiques, donc pas les compétences qu'on apprend à l'école, mais celles justement qu'on acquiert avec l'expérience, donc on gagne du temps, comme tu disais. Ça pourrait avoir aussi un impact sur une vision prospective de l'entreprise, c'est-à-dire les erreurs qu'on a déjà faites, pas les refaire, ou en tout cas capitaliser sur ce qu'on a appris en les faisant, sur l'engagement des collaborateurs. Donc, j'ai l'impression que cet échange formatif, parce que du coup, comme tu le sais, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la formation, pourrait jouer un rôle important dans cette intelligence circulaire, non? Ouais, parce qu'il faut la processer, il faut l'organiser. Trop souvent, on voit que des gens qui ont eu un superbe manager, un super mentor, l'a fait parce qu'il adorait ça. Mais cette intelligence circulaire, elle doit être organisée pour qu'elle fructifie avec le temps. Comme du capital financier dans une banque, quoi. S'il n'est pas dopé, s'il n'est pas organisé, on ne le fait pas fructifier. Donc cette intelligence, elle doit mapper les compétences, les connaissances des uns et des autres. Où est-ce qu'on peut créer des complémentarités sans question d'âge, mais toujours en étant vigilant à se dire attention à ne pas toujours donner le blanc-seing qu'à ceux qui ont entre 35 et 45 ans. Ouais, toujours les mêmes. Et si on est directeur formation et qu'on veut vraiment, si par exemple en t'écoutant, ils se disent ah bah oui c'est vrai, je vais tenter un truc, tu leur dirais d'aller quoi au début? C'est plutôt sur l'onboarding, donc l'accueil des nouveaux, la formation des nouveaux, sur plutôt ceux du milieu là qu'on booste au leadership 35-45, ou globalement la gestion des talents et la circulation des compétences, des connaissances. Qu'est-ce que tu favoriserais s'il y a un truc à démarrer en premier? Je te dirais que ça va dépendre bien entendu de sa boîte, mais je serais plus enclin à lui dire déjà de créer le besoin dans les équipes, d'essayer de faire toucher du doigt le bénéfice qu'ils pourraient tirer à mettre en place ça dans leurs équipes, que ce soit en termes d'onboarding ou d'évolution ou de formation continue des collaborateurs. Parce que si c'est obligatoire, on va rentrer dans une salle de formation avec déjà nos biais et nos stéréotypes en disant d'accord, je suis mélangé avec des jeunes, qu'est-ce que je fous là, ça va pas du tout quoi. Or, je pense que cette démarche d'intelligence circulaire, elle n'est pas que dans le livrable, elle est dans la démarche. Être formé en même temps que des collaborateurs d'âges différents permet aussi de me développer en même temps qu'eux, de voir ce à quoi ils réagissent, à quoi ils surréagissent, ce sur quoi ils sont d'accord, pas d'accord. Et je serais assez enclin à dire aux responsables formation quels sont vos enjeux actuellement, quels sont là vos pain points, où est-ce qu'ils sont, et essayons de tenter le onboarding, faisons-le un peu différemment de d'habitude. Par exemple, le onboarding, qui est mis à contribution aujourd'hui? Combien de temps ça dure? Où sont vos alumni? Est-ce qu'ils sont dans le parcours? Où sont vos jeunes? Parce que un autre exemple, un témoignage d'un jeune garçon la dernière fois qui me disait, sous couvert d'une très bonne intention de la part de mes managers, quand je suis arrivé dans l'entreprise, on a donné comme responsabilité à la personne qui me précédait de me former, en me disant vous êtes jeune, vous allez bien vous entendre. Mais en fait non, parce que en faisant ça, il me coupe de la génération du dessus et il me donne indirectement l'idée que je ne dois pas parler aux gens du dessus.
Je me forme entre jeunes. Ouais, c'est ça, ouais. Sous couvert de bonnes idées, on prend parfois des mauvaises décisions. J'invite dans ces cas les directeurs de formation à parler naturellement de ce qu'ils font et à accepter qu'on leur dise: est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez vu ça, cette faille que vous êtes en train de mettre, l'air de rien? Et à ce moment-là, ils se rendent compte qu'en fait, ils se sont laissés absorber par le préexistant, parce qu'ils pensaient être juste, et qu'en fait, ils se sont dit: mais là, je suis en train de passer à côté d'un truc énorme, là. Bah ouais. Et du coup, qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que tu as des exemples pour montrer la différence entre justement une bonne intention et une vraie transformation? Est-ce que tu as des clients que tu as accompagnés qui, ont mis en place ça avec, une vraie transfo, un impact mesurable en fait? Écoute, j'ai celui de Microsoft avec Karine Legras d'ailleurs, qui est passée à ton micro il y a quelques temps, Mais tout à fait. dont j'ai trouvé d'ailleurs le podcast super. Le contenu était hyper enrichissant. Et donc avec Karine, on a mis en place un programme qui s'appelait Senjun, Senior Junior. OK. Parce que Karine avait fait le constat en interne qu'il y avait un manque de formation, c'était dans les enquêtes terrain. Les collaborateurs de moins de 30 ans et ceux de plus de 55 ans se plaignaient de ne pas avoir suffisamment de formation et n'arrivaient pas à se projeter. Et donc, Karine a eu l'idée, au lieu de se dire je vais créer une formation spécifique pour les uns et une autre spécifique pour les autres, m'a appelé et m'a dit: et si on faisait quelque chose en les réunissant? Et c'est ce qu'on a mis en place sur 5 mois, ce programme Senjun, qui était un nom qui m'avait été soufflé par Maria School d'ailleurs, avec qui on a monté ce projet-là. Ils nous ont accueillis dans leurs locaux. Et l'idée, c'était de créer un programme de développement de leadership intergénérationnel. C'est-à-dire que le programme n'était pas intergénérationnel, il était basé sur l'intergénérationnel pour créer un programme de développement. Et donc, ils se sont co-aidés, co-développés, co-formés ensemble, et ils ont pu voir à quel point ils étaient complémentaires, à quel point leur point de vue, leur vision du monde, leur certitude étaient parfois différentes et donc complémentaires, que ce qu'ils pensaient être juste ne l'était pas forcément pour l'autre, et leurs blocages ont pu s'envoler au contact des autres générations, puisqu'on a travaillé sur du co-développement intergénérationnel. Et ça a été probablement l'un des moments les plus magiques. Le co-développement intergé, franchement, c'est ce que je mets en place très souvent et c'est... Et à chaque fois, c'est comme ça, il y a une révélation, les gens se il y a une transfo, un avant, un après, on va dire. Ah ouais. J'ai développé une vraie méthodologie autour de ça, basée sur le co-dev systémique, co-développement systémique, avec des sessions de questions sans réponse. C'est-à-dire? C'est quoi les questions sans réponse? Les questions sans réponse, c'est-à-dire que je donne un cadre précis au groupe qui va poser des questions à la personne qui vient avec sa problématique, avec sa situation qui l'irrite au moment T. Et chaque personne du groupe va venir lui poser des questions sans jamais essayer de comprendre, vouloir trouver une solution, etc. Déjà, il n'y a jamais de conseils, il n'y a que des questions. Et ils vont poser des questions sur ses relations. Est-ce que c'est déjà arrivé? Qu'est-ce qui l'ennuie? Qu'est-ce qu'il s'est autorisé à faire? Pourquoi il ne l'a pas encore fait? Qui est-ce qui est venu l'aider? Quelles sont les ressources dont il aurait besoin? De quoi a-t-il peur? A-t-il tenté quelque chose? Et ça, donc ça, je les prépare avant, parce que t'imagines que quand t'es pas préparé, c'est très difficile de poser plein de questions. Donc je les prépare parce qu'il y a 6 manières de poser des questions. Et la personne qui est en face, qui est au milieu avec sa problématique, doit rester impassible et ne doit pas répondre. Et ça, c'est un exercice que j'ai incorporé d'autres formations aussi. J'ai fait mon codev systémique particulier pour ça. Et la personne revisite après sa situation, après ce moment de question. Et toutes ces questions sans réponse l'obligent à réfléchir elle-même et à se forcer à ne jamais argumenter. Quand on pose une question, tu trouveras toujours la réponse pour justifier que oui, mais tu l'as pas fait, c'était pas le bon moment, c'était pas maintenant, oui, mais c'est pas ta faute, oui, mais t'avais pas. À partir du moment où je t'oblige à ne pas répondre, les questions vont toucher ton inconscient et elles vont faire leur chemin dans ta tête. Et ce qui est bien, c'est que quand on a une équipe multigénérationnelle qui fait ça, c'est que chacun se rend compte qu'il est utile. Chacun se rend compte qu'il a posé la question que lui aimerait qu'on lui pose. Donc ça démultiplie les points de vue et la personne qui est en face, qui se reçoit toutes ces questions, mais elle est comme un... J'ai vécu ça, moi, quand je m'étais formé il y a 6 ans. J'avais l'impression d'être un Indien accroché à un pylône et qui me recevait des flèches dans tous les sens. Certaines touchaient ma tête, d'autres touchaient mon cœur et d'autres passaient très très loin. Mais c'est un exercice qui est gigantesque, gigantesque. Ça marche. Bon, bah, super. Ça donne envie de le faire.
Pour finir, Caroline, si on se projette dans 5 ans, par exemple, à quoi ça ressemble une entreprise qui exploite pleinement son intelligence intergénérationnelle? Qu'est-ce qu'on verrait concrètement dans les réunions, dans les projets transverses, dans les parcours de carrière, etc., selon toi? Ouais, je dirais quelque part, il y aurait quasiment, et c'était une idée de Pierre-Henri Tavoyot et Serge Guérin, quasiment un département de la longévité, d'accord? Et que chaque collaborateur, à quel que soit son âge dans l'entreprise, a un rôle, est utilisé et est mis à contribution. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Peut intervenir. C'est-à-dire que il va accumuler des compétences tout au long de sa carrière. Mais n'oublions pas qu'un collaborateur qui arrive dans l'entreprise, il y a une partie de lui qui a une fonction, mais il y a le reste de sa vie. Ses hobbies, ses convictions, ses passions. Et parfois, il peut arriver que des gens aient un boulot d'expert comptable et à côté de ça, soient pilote amateur d'avion. Mais je suis sûr que dans la manière dont il travaille sa formation de pilote d'avion, il y a plein de trucs qui seraient utiles pour l'entreprise. Donc c'est ça dont je veux mettre à contribution quand je parle d'intelligence circulaire. C'est d'identifier c'est quoi tes passions, comment tu m'es lié et surtout développer au maximum le volontariat dans l'entreprise pour laisser aux collaborateurs la possibilité de s'investir quand il le veut sur des projets qui lui donnent envie. Des projets d'innovation, des projets de prospective, et des projets qui durent pas 150 ans. Hein. Les projets, ça doit durer 3 à 6 mois. Après, les gens s'épuisent et puis ils ont du boulot. Et il faut aussi qu'ils aient de la reconnaissance. Il faut que toutes leurs contributions soient reconnues. Alors financièrement, c'est compliqué, mais en tout cas que ce soit intégré dans le cadre de leur bonus. Tu vois, j'ai ça dans beaucoup de... Tu connais les ERG, les Employee Resources Group. Beaucoup de groupes n'ont pas de rémunération financière, mais c'est un objectif qui intervient dans leurs 4 ou 5 ou 6 objectifs annuels et leur manager sait qu'il donne ce temps-là et c'est reconnu par l'entreprise. Je pense que c'est ça qui laisse aux collaborateurs l'idée de « je suis utile ». Et tu sais que dans mes conférences, quand je demande aux gens de quoi ont-ils peur, ce qui remonte le plus, c'est de ne plus être utile. Et ça, c'est transgénérationnel. Ah oui, même la génération du milieu, là, qui est au top, Ouais, a peur de ça. ouais, de ne pas être utile. Ok, merci. Je te propose maintenant de passer aux questions signature du podcast. Ma première question est: comment fais-tu ta veille? Écoute, ma veille, je me nourris. Alors déjà, bien entendu, des rapports d'études, livres blancs, j'aime beaucoup les lire aussi, je les trouve toujours intéressants. Mais je suis surtout à l'écoute des interlocuteurs terrain lorsque je suis en mission chez eux, parce que chaque intervention est vraiment une mine d'insight et de ce qui se joue réellement entre générations. Mon podcast me permet aussi d'avoir énormément d'insight sur ce que les gens pensent quand ils confrontent leur point de vue. À chaque fois, je me dis waouh, c'est dingue. Et quand ils s'écoutent, ils comprennent. Je lis aussi beaucoup ce que font Jacinthe Bassett et Ashton Applewhite, qui sont américaines. Jacinthe Bassett a créé Ageism is Never a Style et Ashton Applewhite a fait un TEDx qui a été vu par des millions de gens sur l'agisme. Et ça fait partie des gens que j'ai écoutés très tôt. Un autre homme que j'écoute beaucoup, que j'ai écouté dès le début, c'était Philippe Pierre, ancien DRH et sociologue, qui me fascine à chaque fois que je l'écoute, je le trouve formidable. Voilà. Et puis, j'écoute beaucoup de podcasts également, notamment un qui s'appelle Naufragés des mers sur France Culture. Ce sont des témoignages incroyables d'hommes et de femmes qui ont survécu. Et mon héros, c'est Ernest Shackleton. Parce que je me rends compte que derrière l'Intergé, il y a surtout une question de management. Parfait. On mettra toutes ces coordonnées dans le descriptif Ouais, avec plaisir. de l'épisode, ouais. Quelle est la formation qui a eu le plus d'impact sur toi et pourquoi? Alors, je vais t'en donner 2. La première, je pense, a été déterminante sur la suite. C'est un executive master que j'ai fait en 2017 de transfo digital qui a été métamorphosant. Voilà, il y a eu un avant, un après. J'ai acquis des compétences dont j'ignorais complètement l'existence avant. Des compétences sur le savoir-être, savoir-faire. Je me suis donné vraiment du mal parce qu'il n'y avait pas les financements ce jour-là pour payer ça en interne. Je me suis débrouillé pour trouver les financements et je me suis dit mais tout le monde, tous les salariés doivent se former dans des cabinets extérieurs sur des compétences additionnelles quoi. C'est pas possible autrement en fait. Si tu veux te développer, non mais c'est dingue. Ah bah moi c'est mon truc donc j'avoue je te rejoins là-dessus. C'est transformant quoi, mais c'est pas des formations de 48 heures. C'est des vraies formations transformantes où tu te dis j'ai accumulé des compétences, des connaissances que j'ignorais avant d'arriver là quoi.
Et tout d'un coup, ton écosystème change, tes intérêts changent. Et tu te rends compte que l'entreprise, surtout, te sous-exploite. Et que tu as tellement plus aujourd'hui de compétences. Et donc, c'est peut-être ça la difficulté après, c'est qu'est-ce qu'on fait de toi quand tu reviens dans une boîte dopée. Et c'est ça, en fait, qui a été les premières graines de ma métamorphose après, en me disant, il faut que je fasse autre chose. C'est pas possible. Je viens de découvrir un nouveau monde, il faut que je l'exploite. Et la deuxième formation que j'ai reprise après, pendant ma période de transition, sur l'approche neurocognitive et comportementale, comprendre ce qui se joue dans le cerveau et comprendre pourquoi les gens parfois sont en stress et ce que ça cache. Et je trouvais ça fascinant. Ça doit l'être. Comme tous les trucs qui sont liés aux neurosciences et tout, c'est souvent... Ouais, franchement, c'était fascinant. Ben, c'est là où j'ai fait notamment cet exercice de questions sans réponse qui m'a transformé. Voilà. Si tu devais donner un seul conseil à un DRH ou à un responsable formation, ce serait lequel? Je lui dirais d'arrêter de chercher à gérer des générations, mais plutôt de chercher à créer les conditions de la circulation de ces intelligences en interne, d'oublier les principes de mentorat descendant, où seuls les plus vieux transmettent, mais vraiment installer quelque chose de réciproque en permanence, et que ce soit dans sa quête. Tout doit être à deux têtes. Il faut toujours qu'il y ait une réciprocité dans les échanges. Ok. Et se dire aussi, il faut que je mesure. Pas forcément juste mesurer la pyramide des sages, mais la qualité des échanges, notamment sur des mesures d'impact. Ouais, bien sûr. On fait pas tout ça pour rien. Mmh. Et dernière question, quelle actu récente ou prochaine aimerais-tu partager avec nous, Caroline? Alors là, tu sais bien, je ne peux pas ne pas parler de Vivagen, qui est l'événement qui fait dialoguer les générations. La 2e édition, nous sommes accueillis chez L'Oréal cette année. C'est tout un après-midi. La première édition a cartonné chez Adobe l'année dernière. Cette année, on a pour nom de thème, cette année, décoder les générations pour avoir des clés de lecture pour mieux savoir travailler ensemble dans un monde du travail qui est en profonde mutation. Voilà. Les incompréhensions générationnelles sont encore trop fréquentes, elles peuvent freiner la collaboration et mon objectif là, c'est de montrer qu'elles sont une formidable source de transformation collective. Donc on va avoir des intervenants très inspirants, notamment Mercedes Serra de BETC qui va venir, la présidente de BETC. J'ai le général Christophe Abad, général des armées, ancien gouverneur militaire de Paris, qui va venir parler de la manière dont on gère une équipe multigénérationnelle sur des terrains de guerre. Et j'ai Éric Loiseau, qui va être le plus vieux navigateur sur le départ de la route du Rhum, qui va venir parler aussi de la manière dont Éric Tabarly a transmis toutes ses compétences avec lui, franchement, et plein d'autres interventions de RH, directeur de la diversité et inclusion, qui vont venir parler de ce qu'ils mettent en place et comment ils le font. Voilà, c'est canon et ça m'excite beaucoup. Et alors, c'est quand et comment on peut s'inscrire? Alors, c'est le 16 avril de 13h30 à 19h et sur le site vivagen.fr. Très bien. Merci, Caroline. Et tu seras là avec nous, bien entendu. Eh oui, je serai là. Bien sûr, je serai là. C'est pas trop quoi encore, mais Ouais. j'ai ma petite idée. Alors écoute, je te remercie beaucoup pour cet éclairage sur l'intergénérationnel, sur l'intelligence circulaire. Moi, j'aime beaucoup ce concept que tu m'as fait découvrir. Et c'est vrai que je trouve que c'est tellement intéressant d'apprendre les uns des autres, de s'interroger, ou comme tu le dis, de simplement par le questionnement, de se faire réfléchir, parce qu'on n'aura pas les mêmes questions à 22 ans qu'à 55. Donc forcément, ça peut nous ouvrir sur des questions qu'on ne se serait pas posées. J'aime aussi l'idée que 6 décennies cohabitent en entreprise. Je ne pensais pas autant, mais effectivement, c'est intéressant. Et je retiens ta proposition de remplacer le mentorat descendant par l'intelligence intergénérationnelle. Ça, je trouve que c'est plutôt bien si toutes les boîtes faisaient ça. Finalement, ce serait un premier pas, je pense, pour s'ouvrir aux bénéfices que peut apporter ce mélange de générations, travailler ensemble sans pour autant que ce soit toujours dans le même sens. Donc, moi, j'aime bien. Écoute, ouais, merci, j'ai passé un très beau moment, c'est agréable, j'aime bien revenir, j'aime bien tes questions et j'aime bien cet angle de la formation, parce que la formation, finalement, elle peut être en autonomie, elle peut être à l'intérieur même de l'entreprise. Les collaborateurs sont les sachants. Donc, il faudrait vraiment réussir à transformer les savoirs dormants en mouvement collectif pour que rien ne se perde et que pour la singularité de l'entreprise reste intacte. C'est ça qui la rend performante aussi. Et en engageant les collaborateurs jusqu'au bout, en montrant qu'ils sont utiles, que leur contribution
est importante pour le développement des jeunes collaborateurs, en poussant les uns et les autres à se rendre compte qu'ils sont complémentaires, qu'ils ont tout à apprendre les uns des autres. L'entreprise crée un cadre sécuritaire pour tout le monde, où tout le monde est contributif, voilà, à la hauteur de ses compétences, de ses connaissances. Et on n'attend pas un certain âge pour commencer à être écouté. Après, certaines entreprises me disent « Ah oui, mais ça veut dire que ça va être le bazar ». Non, c'est-à-dire qu'on peut aussi garantir des moments clés pendant lesquels on va se parler et on va pouvoir partager tous ces savoirs. Je sens qu'on aurait pu continuer à parler pendant des heures, donc je vais t'arrêter là, Caroline. Et j'invite tous ceux qui ont apprécié cet épisode à s'inscrire à ton événement Vivagène le 16 avril prochain. Donc on se retrouvera là-bas. Qu'est-ce que t'en penses ? Exactement, parce que j'aimerais te confier quelque chose, ma chère. Ok. Alors merci beaucoup et puis à bientôt. À très vite. Au revoir. Bon après-midi. J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite.